Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Irène. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est à Granville dans les locaux de Copilote Expert Comptable et c'est un profil un peu particulier que je n'ai pas encore accueilli sur le podcast. Est-ce que Irène, du coup, tu peux expliquer rapidement qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je suis gestionnaire de paie au sein du cabinet au pôle social et j'étais auparavant éducatrice sportive. Voilà, donc j'ai 40 ans maintenant. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire alors où est-ce que tout a commencé ? Est-ce que tu es née à Granville ou en Normandie ? Alors, je suis née en Normandie, mais pas à Granville. Je suis du Nord-Cotentin et je suis née à Valogne. Voilà, où j'ai fait la plupart de mon enfance et mon adolescence. Et dans quel cadre familial tu as grandi ? Qu'est-ce que faisaient tes parents ? Est-ce que tu avais des frères et sœurs ? Alors, j'ai grandi dans une famille dite normale, avec mes 2 parents et j'ai un petit frère. Voilà. Et ils faisaient quoi comme métier, tes parents ? Alors, mon papa, il était terrassier à son compte et ma maman, en fait, elle était secrétaire avec lui. D'accord. Et quel type d'enfant t'étais quand t'étais petite ? Est-ce que comme t'étais éducatrice sportive, je suppose que t'étais peut-être énergique, très sportive ? Alors, tout à fait. J'étais très sage parce que fallait qu'à la maison, on se tienne bien. Mais voilà, j'ai été toujours enthousiaste, j'étais tout le temps dynamique, il fallait que ça bouge, voilà. Et tu faisais des activités sportives ou... Oui, alors je faisais de la danse dès l'âge de 5 ans, donc à raison de 2 fois par semaine. Voilà, et puis après je faisais du sport forcément au collège, mais voilà, on va dire que je me perfectionnais plus à la danse. Et tu faisais de la compétition ou non ? Pas du forcément. Pas du tout. C'était pas quelque chose qui t'attirait forcément ou... Non, pas du tout. Et au niveau scolaire, du coup, tu disais que t'étais sage. Est-ce que t'étais bien sérieuse ? Tu faisais bien tes devoirs et oui. t'étais dans les premiers de la classe ou... Non, j'étais pas la première de ma classe. J'étais une élève où il fallait que je travaille pour avoir des bonnes notes. Contrairement à mon frère qui avait des très grandes facilités. Non, il fallait vraiment que je travaille et j'étais sage en classe. Et ça a été le cas pendant à peu près toute ta scolarité, oui, primaire, collège, sauf quand j'ai attaqué mon brevet d'État où je faisais vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc du coup, c'était beaucoup plus facile. Et ça, c'est le brevet d'État, c'était à quel moment ? C'était à peu près 3e, enfin c'est l'équivalent du lycée ou Alors c'est après lycée, c'est un équivalent bac+2. Donc j'ai fait collège, lycée et après je suis partie en brevet d'État. Et donc est-ce que tu avais des idées de métiers que tu voulais faire ? Alors, je voulais être chorégraphe professionnel, chorégraphe avec les artistes, faire les comédies musicales, faire les choses comme ça. Sauf que mes parents ne pouvaient pas assurer financièrement les écoles de danse sur Paris et qu'il fallait à la base des bases classiques, de danse classique. Et moi, j'ai fait que du moderne et du contemporain. Donc, ça m'a un peu mis des barrières. Donc, j'ai essayé de détourner la chose et devenir prof de fitness. Voilà. Ok. Et comment ça s'est passé, tes études sup ? Tu disais que t'avais adoré, et donc peut-être que là, au niveau des notes, c'était peut-être plus facile pour toi ? Oui, tout à fait. Je suis sortie avec 17 de moyenne à mon brevet d'État. Donc, je suis sortie dans les premières de ma promo, donc j'étais bien contente. Après, oui, je pense qu'on fait ce qui nous plaît, c'est beaucoup plus facile, voilà, que de faire des choses avec contrainte.
Et donc, une fois que tu as ton brevet d'État, tu t'arrêtes là ou je ne sais pas s'il y a des poursuites d'études ou... Non, alors moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans des clubs de fitness. Et après, physiquement, ça fatigue aussi. Donc, je me suis dirigée plus tout ce qui est activité gymnastique artistique. Et je suis devenue coach dans une assoce de Granville. Voilà. Ok. Et du coup, ça, c'était pendant combien de temps que tu as... J'ai fait ça pendant 20 ans. Pendant 20 ans. C'est récent, en fait, ta reconversion. Oui, ma reconversion date de 2020, juste après le Covid. En fait, j'ai été blessée de façon assez importante au niveau du pied. Donc, tout ce qui est appui, je ne pouvais plus. Et donc, juste la section en fait, des enfants ne me suffisait pas financièrement. Donc, je me suis dit, là, il va falloir un peu trouver une reconversion. Et puis, le Covid est un peu passé par là. Ça a été un peu le déclic. J'ai mon mari qui était dans la sauce aussi avec moi. Il m'a dit, bon, allez, là, c'est le moment. Il faut que tu changes de métier. Voilà. Et alors, comment on a l'idée de devenir gestionnaire de paye? Parce que tu vois, on a un peu le cliché comme, je pense, un peu le côté compta où c'est pas forcément les métiers qui font rêver à première vue. Alors, comment ça t'est venu? Je sais pas, peut-être que c'est des rencontres ou... Alors, moi, à la base, au lycée, j'ai fait un peu de compta. Je me débrouillais bien. Ça me plaisait bien. Mais j'avais pas l'idée de devenir comptable à 18 ans, vu que j'étais pas du tout passionnée par ça. Et donc, quand j'ai repris, j'ai fait un bilan de compétences. Et là, on m'a dit, en comptabilité, il y a besoin. Mais moi, je ne me voyais pas en fait repartir 2 ans en BTS pour faire des études parce que j'ai aussi une famille. Et on m'a dit, la paye recrute, il y a pas mal de boulot, c'est intéressant, donc pourquoi pas. Donc, je me suis lancée, j'ai fait 2 ou 3 stages et puis je me suis dit, allez, on y va. Parce que autant pour la compta, du coup, entre guillemets, le minimum, c'était le BTS, alors que autant pour la paye, on pouvait faire... alors, il fallait avoir un bac de toute façon pour pouvoir accéder au titre. Et puis, voilà. Et du coup, c'était un diplôme, du coup, c'était plus court que 2 ans. Ah oui, parce que la formation, en totalité, elle dure à peu près 7-8 mois, donc c'est assez rapide. Voilà, c'est ce qui m'a plu aussi. Et comment tu as fait justement pour choisir ta formation? Parce qu'il me semble que il y a tout un système de est-ce que c'est reconnu par l'État, etc. Il y a plein de diplômes différents, il me semble. Et toi, comment tu as fait pour choisir, je sais pas, même au niveau peut-être du budget, il y en a peut-être qui sont payantes, je sais pas. Alors moi, j'ai financé ma formation avec mon CPF. Okay. Et après, j'avais fait appel à plusieurs écoles au niveau de Caen. Et puis, j'ai été pris à l'E2SE. Et après, il me fallait absolument un stage en alternance. Donc, moi, j'ai postulé à peu près partout sur Granville. Ça a été assez compliqué dans le sens où, moi, quand j'ai commencé à postuler, c'était Covid, donc confinement, donc personne sur place. Donc, pour trouver quelqu'un qui accueille, c'était assez le parcours du combattant. Et puis, en fait, Copilote m'a rappelé au mois de septembre en me disant que, voilà, ils avaient besoin de quelqu'un et qu'ils étaient intéressés par mon profil. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Donc, en fait, j'ai quitté mon emploi. J'ai fait une rupture conventionnelle. Et après, j'ai été prise à Pôle emploi. J'ai fait des périodes de mise en situation. Et puis après, ils m'ont validé pour que je puisse faire le titre. Et comment tu t'es organisée justement pour gérer les cours ou, je sais pas, quand on reprend des études, c'est un peu compliqué? Tu avais des personnes qui étaient peut-être beaucoup plus jeunes que toi et qui avaient peut-être pas toutes les contraintes Ah non, quand on est maman, c'est compliqué, mais en même temps, on a l'habitude de savoir gérer un peu les plannings de tout le monde. Au début, je faisais les allers-retours, parce que j'étais partie, c'était toute la semaine. Et puis après, il y avait quand même la fatigue, il y a le côté financier aussi, parce que voilà, ça, de faire de la route tous les jours, c'est un coût. Et après, j'ai ma cousine qui m'a accueillie sur Caen, en fait, la semaine, donc je ne rentrais plus. Mon mari étant 3-8, autant te dire que c'était compliqué, donc il restait toute la semaine chez ma maman ou chez mes beaux-parents, pour qu'en fait, on puisse faire nos activités tous les deux et on se retrouvait tous le week-end. Voilà. Donc pendant 8 mois, ça a été assez compliqué. Oui, c'est vrai que quand c'est des reconversions, en général, c'est un investissement familial, c'est humain, toute une organisation. De tout, c'est un investissement humain, financier. Tout le monde toute la famille est mise dedans, en fait. Oui, c'est ça. Donc, non, j'ai de la chance parce que j'ai quand même un mari qui m'a soutenue et donc qui m'a bien accompagnée. Et justement, quand tu fais ton stage, alors tu découvres le métier de gestionnaire de paye vraiment dans la pratique. Est-ce que ça correspondait à l'idée que tu t'en faisais? Est-ce que ça t'a plu? Alors,
On va dire que oui, je m'attendais vraiment à ça. Après, j'avais un peu des a priori sur la façon d'être, en fait, le savoir-être des personnes. Moi, je viens quand même d'un milieu très artistique, très sportif, dynamique, on rigole. Et j'avais vraiment peur un peu de ce métier un peu sectaire, fermé. Voilà. Donc ça, vraiment, j'appréhendais. Et je suis tombée sur une équipe vraiment très ouverte. Donc ça m'a un peu... comment dire, j'ai perçu en fait le métier différemment par rapport en fait au côté humain que pouvait avoir voilà le cabinet en fait. Voilà. Et est-ce que je sais pas, tu as des anecdotes à nous raconter sur des clients ou je sais pas. Alors oui, sans citer de nom. Alors il y a des bons clients et il y a des clients de mauvaise foi, mais je pense qu'on les a tous, même en comptabilité ou en juridique, enfin peu importe le secteur. Oui, on a plein d'anecdotes. Après, c'est beaucoup des questions un peu incongrues. Après, on leur dit il n'y a pas de questions bêtes, mais ouais, il y a vraiment, on voit de tout. Ouais. Entre, je sais pas, le brut et le net, ils savent pas Oui, forcément, en fait, on nous demande toujours un salaire net et jamais un salaire brut, alors qu'en fait, c'est le brut quand même qui compte. Non, c'est sur des heures supplémentaires, sur des heures, on leur dit il faut pas travailler plus de temps par semaine, et puis ils nous annoncent des plannings avec beaucoup d'heures, et là on... Et ouais, en fait, c'est pas légal. Non, c'est pas légal, on a beau leur dire, mais ah oui, je savais pas, mais bon, elles sont faites. Non. Ouais, là, moi, j'ai déjà entendu, sinon, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en gros, je sais pas, un employeur qui dit le salarié, il est parti. Ou je l'ai viré, tu vois. Mais enfin, comment ça parce que ils n'ont pas forcément conscience qu'il y a toutes les démarches de il faut envoyer des lettres, des trucs, et comment ça il est parti. Non, mais il va pas revenir là, c'est bon. Non, mais c'est ça. En fait, c'est exactement la même chose. Voilà, on fait ah bon. Non, après voilà, on commence à avoir l'habitude aussi de voir ces choses-là, donc on sait comment être réactif par rapport à ces situations. Après, on essaie toujours de calmer un peu les tensions parce qu'il y a beaucoup d'animosité en fait entre les employeurs et les salariés. Donc, on essaie un peu d'avoir un rôle de médiateur en essayant vraiment de les conseiller au mieux, que ce soit aussi du côté salarié et du côté employeur, parce que de toute façon, chacun a des droits et des obligations. Mais non, après, ça nous arrive que, par exemple, on fait des payes et qu'un employeur nous dit j'ai quelqu'un qui est rentré, qui est sorti dans le même mois, alors que nous, on ne l'a même pas su, quoi. Donc là, il faut tout faire, l'entrée plus la sortie, plus le salaire, et on n'était pas au courant que le salarié était dans la société, quoi. Oui, parce que c'est pas évident, je pense, vu que normalement, il me semble que tu dois pas avoir de contact avec le salarié. Alors, aucun. Moi, je dis souvent qu'en fait, j'ai pas pour principe de traiter avec eux. Parce qu'en fait, on a quand même, c'est le client quand même, l'employeur est notre client et c'est pas le salarié. Après, il arrive que des employeurs sont complètement déconnectés, ils savent pas quoi répondre. Donc, exceptionnellement, des fois, on prend les salariés au téléphone, mais c'est très très rare. Et moi, j'évite. Je veux pas me mettre en porte-à-faux non plus avec l'employeur. Sinon, tu dois gérer le conflit, un tel qui te dit X, l'autre qui te dit Y. C'est ça. Ça devient compliqué après. C'est ça. Donc non, faut être impartial. De toute façon, on a un rôle d'impartialité entre les deux parties. Mais après, c'est compliqué des fois de gérer des litiges, de gérer un salarié, un employeur qui ne s'entend plus et qui va chercher en fait la petite bête pour arriver à ses fins. Et du coup, alors qu'est-ce que ça fait concrètement comme mission, un gestionnaire de paye je pense qu'on pense tous directement au bulletin de paye, mais est-ce qu'il y a d'autres missions ? Alors, je pense que de toute façon, à l'avenir, on fera de moins en moins de paye dans le sens où elle sera de plus en plus automatisée. Et on a beaucoup plus un rôle de conseiller social. On gère en fait la vie sociale de la société. Donc c'est vrai que le salarié, on s'en occupe dès son entrée dans l'entreprise jusqu'à sa sortie, avec tout ce qui peut se passer dans sa vie dans la société, c'est-à-dire des absences, des congés maternité ou paternité, des maladies, des accidents de travail. Voilà, donc dès l'entrée du contrat, de la déclaration de l'embauche, toute la partie paye forcément, et puis après tout ce qui peut être litigieux, et après tout ce qui est sorti. Voilà. Et sur les contrats de travail aussi, c'est vous qui vous en occupez, ou peut-être vous conseillez le client, mais c'est lui qui... Non, la plupart du temps, c'est nous qui les traitons, et on préfère les rédiger parce qu'il y a beaucoup d'employeurs des fois qui veulent
en fait, passer au travers et faire leur contrat. Sauf qu'en fait, nous, on a quand même une responsabilité par rapport, en fait, à cette relecture. Et c'est vrai que des fois, on voit des erreurs et c'est dans notre rôle aussi de pouvoir corriger, en fait, ces erreurs-là afin d'éviter tout litige. Voilà. Donc, des fois, on va avoir des contrats où la personne va mettre contrat à durée déterminée à temps complet, puis on se rend compte dans les horaires que c'est du temps partiel. Donc, le contrat est caduc, il faut tout refaire. Où voilà, il y a des petites erreurs sur la rémunération par rapport aux coefficients et ainsi de suite. Donc nous, on a vraiment ce rôle-là de corriger. Donc c'est vrai que c'est plus pratique et plus facile pour nous de réaliser les contrats parce que déjà on connaît la société, on connaît l'employeur, on sait comment il travaille. Et puis au niveau du temps, c'est beaucoup plus gérable. Et donc toi, tu es gestionnaire de paye en cabinet. Tu me disais que c'était un peu différent par rapport à l'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer un peu, peut-être c'est quoi les différences ? Alors la différence, c'est qu'en entreprise, il y a une seule convention collective. Qu'en cabinet, on est multiconventionnel. En entreprise, on traite avec les salariés directement, en règle générale, alors qu'en cabinet, on traite avec les employeurs. Après, voilà, en entreprise, on gère vraiment la vie sociale de sa société. On se rend compte vraiment de ce qui se passe à l'interne. Donc, je pense que des fois, c'est peut-être plus facile aussi. Après, je pense qu'il y a on voit moins de choses. On va dire que c'est vrai que nous, les conventions, elles peuvent changer tous les mois. Donc, c'est vrai qu'en cabinet, faut toujours être à jour de tout. Alors que quand on n'a vraiment qu'une seule convention collective, c'est plus facile de se mettre à jour et on comprend un peu plus les petites manips à faire au sein de la société. Et comment tu fais justement pour rester à jour ? Parce que je pense que ça doit bouger tout le temps. Déjà, rien que le taux, le SMIC qui augmente tout le temps. Le SMIC, c'est quoi ? C'est 2 fois par an, ça ? Oui, voire 3 fois. Des fois, là, il a en l'espace d'un an, il a changé 3-4 fois. Plus les taux des cotisations. Les taux des cotisations, les prévoyances, les mutuelles, ça bouge toujours. À chaque fois, je voyais ça un peu sur le ton de l'humour, mais tu sais, quand il y a des dispositifs, quand l'État, des fois, met des dispositifs, genre des primes de 100 €, des trucs, ils disent c'est cadeau, sauf qu'en fait, au final, il y a quand même quelqu'un qui doit s'occuper de le mettre sur le bulletin de paye, de le paramétrer. Tout ce qu'on, la prime partage de la valeur, tout ça, c'est vrai que c'est nous qui avons traité. Il faut qu'on explique comment cela se passe aussi pour l'employeur, parce que pour lui, il faut lui expliquer qu'il va indemniser cette prime, mais en fait, après, c'est l'URSSAF qui reprend. Donc ça, il faut qu'on lui explique tout ça. Et comment tu fais, du coup, pour rester à jour de l'actualité ? Alors, on appelle ça de la veille. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre du temps quand on peut, parce que les périodes de paye se rapprochent de plus en plus. Avant, on avait un peu plus de temps pour refaire des recherches documentaires. C'est vrai que maintenant, on fait beaucoup de recherches documentaires à l'instant T, quand il y a vraiment besoin. Après, on a ma responsable qui est un peu en fait à ce rôle-là de nous informer en fait de tous les dispositifs. Et après, entre collègues, quand on sait que sur telle convention il y a un changement, on se le dit entre nous. Et puis c'est comme ça qu'on essaie de se mettre le plus à jour possible. Et justement, tu parlais des périodes de paye. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe ? C'est un peu l'équivalent de la période fiscale pour les comptables, sauf que c'est pas tous les mois par an. Voilà. C'est ce qu'on leur explique des fois. Souvent, on dit on fait pas que de cliquer, parce qu'on a aussi cette image, on fait que du clic. Alors les bulletins de paye, on appuie sur un bouton comme les bilans. Voilà. Et puis on envoie, et puis c'est magique. Non, ça se passe pas comme ça. Et encore heureux, parce que des fois, il y a des grosses erreurs, donc on a intérêt d'être très attentif à ce qu'on fait. En fait, on reçoit les payes à partir pratiquement du 20. J'ai des collègues qui ont des payes à partir du 15, donc juste après les DSN. Donc on traite, on reçoit, on relance les clients quand on n'a pas toutes les variables. Oui, parce qu'en fait, c'est le client qui dit... Qui nous envoie tel congé, telle absence, telle heure supplémentaire. Comme en compta où tu as besoin des factures pour faire ton bilan, là, tu as besoin des infos du client pour faire les bulletins. C'est ça. Donc, nous, on reçoit. Après, on a un délai entre 48 et 72 heures pour pouvoir éditer les bulletins. Et puis, on traite dossier par dossier, jusqu'à l'envoi de ceci. Souvent, on a des corrections à apporter parce que on a beaucoup d'employeurs, des fois, qui oublient des choses. Donc, on repart sur le bulletin, on remodifie, on renvoie. Donc, ça, c'est jusqu'au 10-12. Moi, j'ai des paies jusqu'au 12. Et après, il y a les DSN à passer au 15. Après, souvent, on fait un point sur tous nos dossiers. S'il n'y a pas eu trop d'erreurs, on fait des contrats de travail, on fait des sorties, des ruptures conventionnelles qu'on n'a pas... Voilà, tout ça, c'est des fois en même temps que la période de paie. Et on essaie, entre les 5 jours, entre la DSN et la reprise des bulletins, de se poser, de vraiment remettre tout à propre avant de rattaquer. Et puis là, c'est non-stop. Oui, ça s'arrête jamais. Ça n'arrête jamais.
Voilà. Avant, mes collègues me disaient, ils voyaient vraiment une coupure. Moi, je l'ai vu un peu au début, mais là, j'avoue, ça fait 1 an et demi, on voit plus la coupure. C'est non-stop tout le temps. En fait, tu peux pas souffler, tu te dis pas genre, ah bah c'est bon, j'ai fini. Enfin, on va dire un peu comme la période fiscale, même si je crois que c'est pareil, où la période fiscale, au final, t'es bien il y a les chargé TVA toute tous les l'année. 15 aussi, donc pour eux, voilà. Puis si t'as des tableaux de bord mensuels, C'est ça. des trucs, en fait, ça s'arrête jamais, mais en fait, une fois que tu penses que t'as fini, et ouf, ah bah en fait, ça revient. Ça revient, et c'est vrai, c'est pour ça que voilà, la prise de congé qu'on disait pour nous est assez compliquée. Parce que tu peux pas dire ah bah vous aurez pas de salaire ce mois-ci. C'est ça. Mais on s'en va. Bah vous attendrez. Non, le salarié il attend pas. Surtout la conjoncture actuelle, ils ont besoin. Enfin c'est tout de suite. Donc voilà. Et vous pouvez pas faire des bulletins provisoires entre guillemets quand c'est pour des congés comme ça où je sais pas on verse. Enfin on sait qu'à c'est à peu près des acomptes où c'est à peu près ce montant-là et on régularise. Alors nous quand on voit qu'on va être un peu juste, on leur demande. Souvent quand il y a de la création de sociétés qui rentrent dans le cabinet, on n'a pas le temps de récupérer en fait toutes les données, des préhérences, des mutuelles, des taux d'accident de travail. Donc c'est vrai que Mathilde, qui est notre responsable, elle, il faut qu'elle crée tout son dossier. Donc c'est vrai que des fois, voilà, on dit à l'employeur, verser des acomptes le temps que notre responsable récupère toutes les données pour pouvoir créer le dossier et que nous on puisse avoir, accéder au bulletin et pouvoir le faire. Voilà. Après, quand on part, on essaye de s'organiser aussi. C'est aussi une équipe. Donc on s'organise, on fait un roulement et puis voilà. Non, là-dessus on s'entend très bien et je pense que c'est ça aussi une force. C'est une organisation. Ouais. Après, je conçois qu'il y a peut-être des sociétés ou des cabinets où il n'y a pas un esprit d'équipe qui soutient. Moi, c'est vraiment ça qui m'a énormément plu au sein de Copilote parce que on a un pôle qui est très soudé et on peut compter les uns sur les autres, c'est très important. Et dire qu'avant, il y avait, ça existe toujours, mais c'est moins démocratisé. Il y avait des personnes qui faisaient et la compta et la paye. Ça veut dire que tu as et les périodes de paye et la période fiscale. Donc ça devait être. Alors, je pense qu'en entreprise, je pense que c'est encore le cas. Oui, quand il y a des comptables uniques, par exemple. Après, au niveau cabinet, je pense que là, ça devient compliqué. Ou alors, il faut se limiter au niveau du nombre de clients qu'on a. Forcément. Voilà. Je pense que ça doit encore exister dans peut-être des plus petits cabinets qui se limitent plus à un portefeuille un peu moins important. Après, ça peut avoir des points positifs aussi parce totalement. Que c'est toi qui as toute la relation client et donc tu n'as pas de manque d'informations entre la paye, sur les prélèvements, sur tout ça, on voit tout ce qui se passe. Si nous, c'est un peu l'inconvénient, je pense, parce que des fois, on se rend compte qu'au bilan, qu'il y a des choses qui ne sont pas passées, que nous, on ne le savait pas. Après, c'est vrai qu'on est tellement pris dans le travail, on est tout le temps dans la charge constante. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui passent malheureusement à la trappe. Et c'est vrai que c'est que quand il y a des bilans qui sont réalisés qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui passent pas. Donc, on essaye de régulariser. Mais je pense que je sais que j'aimerais bien qu'on se voit beaucoup plus avec les comptables pour pouvoir échanger sur les dossiers et mettre tout à propre régulièrement. Après, c'est peut-être aussi... essayer de plus communiquer dans le sens où que les comptables fassent bien attention s'ils voient que ça passe pas, quand ils intègrent d'intégrer de la paye, d'essayer de le faire tous les mois et comme ça de voir quand ça passe pas, d'aller voir directement. Ouais, mais je pense qu'on est tellement surchargé que après moi je conçois, je comprends parce qu'on les voit, on travaille tous ensemble. C'est vrai que des fois ils sont tellement chargés qu'ils n'ont pas le temps. Même nous, des fois, c'est vrai qu'ils nous demandent des choses. Nous, on est en période de paix, on n'a pas le temps. Ils vont vous demander des choses. Et voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Donc, on n'a pas du tout les mêmes périodes. On est en décalage. Les deux pôles sont complètement en décalage. Donc, des fois, c'est compliqué. Mais je sais qu'il faudrait qu'on prenne le temps. Et on le sait tous qu'il faudrait prendre ce temps de bien se poser. Mais voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je pense pas qu'on s'en... Enfin, moi, j'en veux pas du tout. Parce que je sais très bien je pense pas qu'ils m'en veulent non plus. Parce qu'on travaille tous comme ça. Mais non, on le sait. On le sait les uns et les autres que c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes le plus, du coup, dans ton métier? Alors moi, j'aime beaucoup le contact client. Je pense que c'est par rapport à ce que je faisais avant aussi, où j'étais qu'au contact de l'humain. Je traitais qu'avec de l'humain.
Quand je suis arrivée, c'est ça qui m'a fait peur, parce que déjà, je suis arrivée, vu qu'il y avait le Covid, le confinement, après le couvre-feu, je voyais personne. Alors, je voyais pas trop mes collègues, parce qu'il y avait beaucoup de télétravail à cette époque-là. Ça devait être difficile, parce que tu étais en reconversion, tu as besoin quand même de formation. Alors, mes collègues ont été très présents au niveau téléphone et tout ça. C'est vrai que dès que je les appelais, il n'y avait pas de souci, je les avais. Mais j'ai eu une formation un peu compliquée par rapport à ça, parce que même à l'école, on était en distanciel. Donc, moi, je suis partie vraiment de rien. J'ai fait un 360 et je me suis reformée complètement autre chose. Donc, il a fallu bien s'accrocher. Il fallait être fallait que je sois sûre de moi. Hein. Je me suis mis un peu la pression pour me dire, j'ai pas le choix, il faut que je réussisse. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir venir quand même au cabinet. Donc, ça met quand même un peu dans le bain que de rester chez soi, parce que alors, moi, c'était hors de question que je reste chez moi. Mais ça a été compliqué. Et qu'est-ce que t'aimes Ah oui, alors du coup, ce que j'aime le plus, c'est le contact client. Donc quand on est revenu, moi j'aime bien rencontrer mes clients, savoir à qui ils ont affaire. Je pense que de mettre un peu de sentiment dans de la paye, c'est pas mal. Ça humanise un peu la chose. Ils sont des fois un peu plus souples avec nous quand on a un peu de retard sur des dossiers. Et puis c'est mieux quand même. Est-ce que t'aimes le moins ? Les clients de mauvaise foi. Il y en a beaucoup ou pas ? Non. Allez, je veux dire, il y a 5-10%, mais les 5-10%, des fois, c'est lourd, on va dire, c'est compliqué. Non, c'est ce que j'aime le moins. Après, non, franchement, j'aime vraiment ce que je fais. Des fois, ça peut paraître, pour des personnes qui m'ont connue avant... Je pense qu'ils peuvent se dire, c'est comme des personnes qui font de la compta ou de la paye, tu te dis, ou je sais pas, ou qui travaillent aux impôts, tu te dis, mais comment c'est... Genre, tu mens, tu vois, si tu dis que c'est bien, tu dis, c'est bizarre. Non, mais moi, je dis à tous mes anciennes gymnastes, à mes anciennes clientes de mes cours, je leur dis, mais j'adore ce que je fais. Mais ils me disent, mais Irène, mais comment tu peux dire ça ? C'est pas toi. C'est pas toi. Je dis, mais si, c'est moi. Après, voilà, je m'accorde énormément d'activités physiques en dehors du cabinet, parce que, voilà, il y a besoin aussi d'aérer, ce que je dis souvent, un esprit sain fait un corps sain. Enfin, pour le travail, il faut se libérer, il faut pouvoir en fait, décharger toutes ces ondes des fois négatives qu'on peut avoir, et puis recharger les batteries et avoir un esprit positif pour attaquer la journée. Donc pour moi, c'est très important, mais j'adore ce que je fais. Et comment tu fais justement pour gérer ton équipe vie pro, vie perso ? Parce que si tu as ton taf, plus tes activités physiques et sportives, les femmes sont tellement géniales maintenant. Non, après, tout est une organisation au millimètre de la semaine. Des fois, c'est très militaire, mais non, on gère, parce que je ne suis pas seule, les plannings des enfants, leurs activités, et moi, on s'accorde absolument du temps pour nos activités perso, avoir du temps avec soi-même. Pour moi, c'est indispensable. De toute façon, si je fais pas de sport à côté, c'est pas possible, parce que j'en ai tellement fait à la journée que si j'en fais pas de la semaine, psychologiquement et mentalement, mais on va dire ma famille le ressent, mon mari le ressent, mes enfants aussi, parce que ça déséquilibre tout à le fait. Foyer. C'est ça. Donc on est tous dans le même bain, tout est bien chronométré toute la semaine, mais c'est comme ça qu'on arrive à s'accorder du temps. Et comment tu fais le sport ? Tu le fais le midi ou le soir plutôt ? Alors j'en fais le midi, j'en fais le soir. Alors pas tous les jours. Il faut qu'au moins une fois par jour je fasse quelque chose. Ah oui. Ouais. Donc j'arrive à. Voilà, ils ont réussi en fait à pouvoir nous offrir la modulation en fait au sein du cabinet. Donc moi je prends beaucoup plus tôt le matin. Je raccourcis mes pauses le midi quand je vais pas courir le midi, et du coup le soir je pars un peu plus tôt pour pouvoir gérer les enfants et pour pouvoir aller courir ou aller faire de la natation. Voilà. Ce qui est bien avec la course, c'est que tu peux, entre guillemets, tu as juste besoin de tes affaires de sport. C'est ça. Et puis ici, on a des vestiaires, on a des douches, donc c'est vrai que c'est quand même pratique. Et puis j'ai quelques collègues qui se sont mis à courir au sein du cabinet, donc ça fait plaisir. Du coup, on y va tous ensemble, et je pense que ça fait du bien. Et oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas inscrit à l'Urban Trail ou tout à fait. Comme ça. Au mois de juin, le 30 juin, on a 2 équipes, on est 8 à participer à l'Urban Trail. Donc, je suis assez contente que tout le monde a voulu jouer le jeu et puis se mettre à courir. Ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien. Voilà, je me dis, j'ai inculqué un peu cet esprit sportif que j'avais avant au sein de la comptabilité et de la paye. Donc, ça fait plaisir. Et puis, voilà, je vois que ça leur fait du bien. Et puis, c'est un esprit collectif et d'équipe aussi. Ouais, c'est cool. Tout à fait. Est-ce que tu es fière de ton parcours et
Et pourquoi ? Alors, je dirais pas que je suis fière de mon parcours parce que je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde. C'est pas parce que tout le monde peut le faire que. Non. Oui, mais après, c'est pas. Alors moi, je prends pas ça pour une fierté. Je pense que voilà, il y a des challenges dans la vie. Peut-être t'as su rebondir quand même suite à ta. Ouais, mais c'est un état d'esprit. À ta blessure. T'aurais continué sinon, tu penses Non. Non, de toute façon, c'était pas possible. Je pouvais plus du tout pratiquer ce que je faisais avant. Ça a été alors, je dis souvent, faut avoir aucun regret dans la vie. On peut avoir des remords. J'ai un peu de remords sur la manière dont je suis partie parce que le Covid, ça a mis un peu tout le monde. Voilà, donc j'ai fermé l'association de façon un peu brutale. Oui, brutale. C'est un peu dommage. Voilà, je suis partie, comme on dit, par la petite porte. J'aurais voulu finir pas comme ça, mais bon, la vie est faite de cette façon. Après, non, moi, je suis un tempérament où je rebondis assez facilement. Il y a des événements de vie aussi privés qui font que il y a pire que ça dans la vie, donc faut y aller, quoi. La vie, elle est courte, donc non. Moi, après, fière, c'est pas une fierté parce que je suis pas seule non plus à l'avoir fait. C'est vrai que moi, je remercie beaucoup mon mari parce que c'est lui qui m'a soutenue, c'est lui qui m'a portée, qui m'a dit t'es capable de le faire, et voilà. Donc ça à deux, c'est les enfants aussi, voilà. C'est un tout. C'est pas, je l'ai pas fait toute seule. Donc non. Après, j'étais vraiment accompagnée dans tous mes chemins de vie, comme on dit, et donc non, c'est pas une fierté. Je pense que quand vraiment on a envie, on peut le faire. Mais c'est important, je pense, le cadre familial. Enfin, d'autant plus quand on se reconvertit. C'est vraiment. C'est essentiel. Au niveau de la motivation, de l'organisation. Alors pour moi, c'est essentiel. Je pense que oui, tout seul, quand on a. Moi, j'ai un très fort caractère. Je pense que je suis capable de faire beaucoup de choses. Mais quand on est accompagné, quand on se sent soutenu, ça aide. Enfin, voilà. Même si on se met la pression parce qu'on dit, faut pas décevoir. C'est plus la déception, voilà, qui me met un peu la pression. J'ai pas envie de décevoir les autres. Donc, du coup, je me mets un peu cette pression-là. Donc, voilà. Et est-ce que tu as des projets futurs, que ce soit pro, je sais pas, est-ce que c'est évoluer ou même, je sais pas, des compétitions sportives ou... Alors, professionnellement, non, parce que je suis très bien dans ce que je fais. Je me vois pas, à l'heure actuelle, faire autre chose. Après, j'ai 40 ans, donc il y a un moment, professionnellement, il faut se stabiliser. Je pense que voilà, je suis partie du tout au tout. J'ai fait des choses exceptionnelles dans ma vie d'avant. Au niveau sportif, j'ai fait des choses que peu de personnes ont vécues. Donc c'est ça qui a fait aussi que j'ai envie de me poser et être moins dans l'événementiel, dans tout ce qui est compétition, dans tout ça. Donc ça me permet de me poser aussi. Les week-ends, je pense que c'était compétition, tout le temps en déplacement. C'était que ça. Donc ça prend beaucoup sur la vie privée. Donc là, voilà, je passe un peu plus de temps avec ma famille qui a été privée de moi pendant quelques années. Mais non, vie professionnelle, je suis très bien comme je suis. Après, j'ai pas forcément d'ambition d'évoluer parce que je pense que le métier va évoluer aussi de lui-même. Après, d'évoluer au niveau responsabilité, ça m'intéresse pas du tout. Je laisse la place à ma responsable et puis à mes collègues s'ils veulent, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, vie professionnelle, oui, après, il y a toujours des challenges. Moi, on fait beaucoup de tout ce qui est semi-marathon, des trails, des choses comme ça. Donc, je m'éclate dans ce côté-là. Voilà, toujours besoin d'être dans la compétition. De se dépasser. Oui, de se dépasser. Alors voilà, alors je me dépasse professionnellement parce que voilà, on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut. Mais voilà, moi, le sport, c'est ma vie, quoi. Enfin, pour moi, c'est vital. Voilà, donc je le fais tous les deux parce que j'ai mon mari qui est tout le temps avec moi et qui fait exactement la même chose que moi le week-end. Et voilà, on se dépasse. Enfin voilà, c'est à deux, quoi. Voilà, c'est à deux. Et puis c'est là qu'on essaie de sortir un peu de cette situation de confort. Ouais, voilà. C'est ça. Si tu avais un conseil à donner à la Irène qui a 20 ans, est-ce que ça verrait faire de la paye à cette époque-là? Elle se dirait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal tourné. Pas du tout, non. Je dirais, Irène, déjà profite de tes proches. Voilà, parce que des fois, ça peut aller très vite. Et puis, je lui dirais aussi que des fois, la simplicité fait le bonheur. Faut pas des fois chercher compliqué ou faire des projets de vie exceptionnels, parce que des fois, voilà, d'avoir une vie simple, des fois, c'est une vie pleine de bonheur.
Donc voilà. Après, je ne referai rien du tout de ce que je ne changerai rien. Ouais. J'ai aucun regret sur ce que j'ai fait. Aucun. C'est important, je pense, que tu dis d'apprécier les bonheurs, les petits bonheurs simples. Mais pour moi, c'est ça la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, voilà, de faire des choses extraordinaires dans leur vie. Alors, ils ont besoin. Moi, j'ai fait des choses au niveau sportif. Ouais, j'ai fait des très belles choses avec mes gymnastes. Voilà, j'ai une vie professionnelle d'avant très très riche. Donc c'est pour ça que je me dis voilà, j'ai rien à regretter quoi. Puis il faut pas avoir de regrets. Voilà. Merci beaucoup Irène. Merci Julie. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.